Où diable étiez-vous, vieille maudite? Ma famille a faim et la table n'est même pas dressée. » Ces mots ont fendu l'air du salon comme une lame glacée. Devant 23 personnes, devant les parents d'Emma, devant ses oncles, ses tantes, ses cousins, dans ma propre maison. Je m'appelle Valentine Fontaine, j'ai 60 ans et voici l'histoire que j'ai portée en silence bien trop longtemps. C'était le soir du réveillon, le 31 décembre 2023. La neige tombait doucement sur les toits du 16e arrondissement. Par la baie vitrée de mon salon, on pouvait voir les lumières de Paris scintiller comme des promesses. J'avais passé 3 jours à préparer cette soirée. 3 jours à cuisiner, décorer, polir chaque détail pour que tout soit parfait. Pour Pierre, mon fils unique, mon petit garçon devenu homme. Il avait insisté pour que je reçoive toute la famille d'Emma chez moi cette année. « Maman, tu as cette grande maison. Ce serait tellement plus chaleureux que dans un restaurant. S'il te plaît, pour moi. » Comment aurais-je pu refuser? Depuis la mort de mon mari Jacques, 8 ans plus tôt, Pierre était tout ce qui me restait. Jacques nous avait quittés en 2015, emporté par un cancer foudroyant. 54 ans, trop jeune, bien trop jeune. Après sa mort, je m'étais accrochée à Pierre comme une naufragée à une bouée. Il était mon ancre, ma raison de continuer. Alors oui, j'avais dit oui. Comme toujours. J'avais commandé le homard chez le meilleur poissonnier de la rue de Passy. J'avais fait venir les huîtres de Normandie. Le champagne Bollinger millésimé 2008 attendait dans la cave. J'avais même acheté des dragées Ladurée pour chaque invité dans de petites boîtes gravées à leur nom. 23 personnes, 23 couverts, 23 assiettes en porcelaine de Limoges que ma belle-mère m'avait offertes pour mon mariage, il y a 38 ans. Ce matin-là, je m'étais levée à 6 heures. À 60 ans, le dos ne pardonne plus les nuits courtes, mais peu importait. J'avais dressé la table avec soin. Nappe blanche damassée, verres en cristal de baccarat, couverts en argent massif. Au centre, un bouquet de roses blanches et de branches de sapin, comme Jacques aimait. Vers 15 heures, je m'étais accordé une pause. Une seule. J'avais enfilé mon manteau et j'étais sortie marcher le long de la Seine. Il me fallait de l'air, du silence. Un moment pour moi avant que la maison ne se remplisse de rires et de conversations. C'est devenu mon rituel depuis que Jacques est parti. Marcher, respirer, me souvenir que j'existe encore. Je suis rentrée vers 17h30. Les premiers invités devaient arriver à 19h. Mais quand j'ai ouvert la porte, le salon était déjà plein. Emma était là, assise sur mon canapé en velours gris perle, entourée de sa mère, de sa sœur, de 2 cousines. Elle portait une robe rouge moulante, des escarpins vernis, un collier de perles qui semblait peser une fortune. Ses cheveux blonds étaient relevés en chignon sophistiqué. Elle riait fort, trop fort, comme elle le faisait toujours. Pierre était debout près de la cheminée, une coupe de champagne à la main. Mon champagne, celui que j'avais réservé pour le toast de minuit. « Ah, maman !» Il s'est tourné vers moi, le visage fermé. « Enfin, on t'attendait. » J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Un malaise, une gêne. J'étais sortie prendre l'air. Je ne savais pas que vous arriviez si tôt. Emma a levé les yeux vers moi, un sourire en coin. « Valentine, ma chérie, vous auriez dû nous prévenir. On est arrivé il y a 1 heure. Heureusement que Pierre avait les clés. » Les clés, évidemment. Je lui avais donné un double il y a 3 ans, quand il s'était marié. Pour les urgences, avait-il dit. « La table n'est pas encore dressée. » a ajouté la mère d'Emma, une femme sèche au regard perçant. Nous pensions que tout serait prêt. J'ai serré mon sac contre moi. Je vais m'en occuper tout de suite. Donnez-moi 20 minutes. 20 minutes? Pierre a posé sa coupe d'un geste brusque. Maman, les invités vont arriver. Comment as-tu pu sortir aujourd'hui? Je ne savais pas quoi répondre. Mon fils me regardait comme si j'avais commis une faute grave. Comme si prendre l'air dans ma propre ville, le jour de mon propre réveillon, était une trahison. Je suis désolée, ai-je murmuré. Et je suis partie vers la cuisine, le cœur battant trop fort. Les heures suivantes sont passées dans un brouillard. J'ai dressé les entrées, réchauffé les plats, servi les coupes, souri, répondu poliment aux questions de la tante Marguerite, du cousin Paul, de la grand-mère d'Emma qui m'a demandé 3 fois si j'avais pensé au pain sans gluten. Oui, j'avais pensé au pain sans gluten. Oui, j'avais pensé à tout. Mais apparemment, je n'avais pas pensé à l'essentiel. Rester enfermée chez moi, comme une domestique qui attend ses maîtres. À 22 heures, tout le monde était attablé.
Le dîner avait commencé. Les conversations fusaient, les rires aussi. Emma racontait une anecdote sur leur dernier voyage à Dubaï. Pierre souriait, fier, la main posée sur celle de sa femme. Moi, j'étais debout dans la cuisine, en train de vérifier la cuisson du soufflé au Grand Marnier. C'est là que Pierre est entré. Sans un mot, il a ouvert le réfrigérateur, a sorti la bouteille de vin blanc que j'avais réservée pour accompagner le poisson. Il a claqué la porte. « Pierre ?» ai-je demandé doucement. « Tout va bien ?» Il s'est retourné vers moi. Ses yeux étaient durs, froids. « Où étais-tu cet après-midi, maman ?»« Je te l'ai dit, je suis allé marcher. »« Marcher ?» Il a répété le mot comme une insulte. « Marcher. Le jour où tu reçois toute la belle famille. Le jour où tu devais tout préparer. Mais j'ai tout préparé. » Ma voix tremblait. « Regarde autour de toi, Pierre. Tout est prêt. Le repas est magnifique. Les invités sont contents. Les invités ont dû attendre. » Il s'est approché de moi. Emma était gênée. Sa mère aussi. « Tu nous as mis dans l'embarras. Quelque chose s'est brisé en moi à cet instant. Une petite chose fragile, tout au fond. »« Je suis désolée, ai-je répété. Mais cette fois, les mots sonnaient creux, vides. Pierre est reparti au salon sans un regard. Je suis restée seule dans ma cuisine, les mains tremblantes, à regarder le soufflé gonfler dans le four. Dehors, les cloches de l'église Saint-Pierre de Chaillot ont sonné 23 heures. Encore 1 heure avant minuit. Encore 1 heure avant que cette soirée se termine. Ou avant qu'elle commence vraiment. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Avant cette soirée du 31 décembre 2023, il y avait eu des années lumineuses. Des années où je croyais encore que l'amour d'une mère suffisait. Pierre est né le 12 mai 1988, un matin de printemps radieux. Jacques et moi vivions alors dans un petit appartement du 11e arrondissement, rue Oberkampf. 65 mètres carrés au 4e étage sans ascenseur. Mais c'était notre royaume. Jacques travaillait comme architecte junior dans un cabinet du Marais. Moi, j'étais traductrice indépendante, spécialisée en littérature anglaise. Je travaillais de la maison, entourée de dictionnaires et de manuscrits. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais nous avions du temps, de la douceur, des projets. Quand Pierre est arrivé, j'avais 28 ans. Jacques en avait 32. Je me souviens de tout. L'odeur de sa peau, ses petits poings serrés, la façon dont il se cramponnait à mon doigt comme si sa vie en dépendait. Jacques pleurait en le tenant dans ses bras. « Valentine, on a fait quelque chose de parfait. Les premières années ont été merveilleuses. Pierre était un enfant joyeux, curieux, affectueux. Il adorait les livres. À 3 ans, il me demandait de lui lire la même histoire d'un chevalier et d'un dragon 10 fois de suite. Encore, maman, encore. Je n'ai jamais dit non. En 1998, quand Pierre avait 10 ans, la vie de Jacques a changé du tout au tout. Son patron l'a nommé associé. Du jour au lendemain, notre situation s'est transformée. Les revenus ont triplé, puis quintuplé. En 2001, nous avons acheté la maison du 16e arrondissement, celle où je vis toujours, celle où se déroulait ce maudit réveillon. 4 étages, 250 mètres carrés. Un jardin intérieur avec un cerisier japonais, une cave voûtée du 19e siècle. Jacques l'avait choisi lui-même, restaurée avec passion. Chaque pièce était une œuvre d'art. « Pour toi, Valentine », m'avait-il dit le jour de l'emménagement, « pour que tu aies enfin l'espace que tu mérites. » Pierre avait 13 ans. Il était fou de joie. Sa chambre donnait sur le jardin. Il y passait des heures à lire, allongé sur le tapis, les pieds en l'air. Ces années-là brillent encore dans ma mémoire comme des éclats dorés. Les dimanches, Jacques préparait des crêpes. Pierre et moi faisions des batailles de farine. On riait tellement que les voisins du dessous frappaient au plafond. L'été, nous partions 3 semaines en Bretagne, dans une maison louée à Quiberon. Pierre apprenait la voile. Jacques lui enseignait les noms des nuages, la direction du vent. Moi, je les regardais depuis la plage, un livre posé sur les genoux, le cœur débordant de gratitude. J'avais tout. Un mari qui m'aimait, un fils magnifique, une maison remplie de lumière. Pourquoi est-ce que personne ne nous prévient que le bonheur peut disparaître en une nuit? En 2012, Pierre a eu 24 ans. Il venait de terminer ses études de commerce à HEC. Jacques était si fier. Il répétait à tout le monde « Mon fils va diriger une multinationale un jour. »
Pierre a été embauché dans une banque d'affaires prestigieuse, salaire confortable, bureau dans le 8e arrondissement, costume sur mesure. Il ressemblait tellement à son père. C'est cette année-là qu'il a rencontré Emma. Elle travaillait comme assistante de direction dans la même banque. Blonde, mince, toujours impeccable. Elle avait 22 ans, un sourire éclatant, une assurance qui m'intimidait un peu. Pierre me l'a présentée un dimanche de novembre. Il pleuvait. Ils sont arrivés main dans la main, trempés, riant comme des enfants. « Maman, je te présente Emma. Emma, voici Valentine, la femme la plus extraordinaire du monde. » J'ai souri. Je l'ai embrassée. Je lui ai servi du thé dans les tasses en porcelaine que ma mère m'avait offertes. Mais quelque chose en moi s'est contracté ce jour-là. Une intuition, une ombre. Emma parlait beaucoup. De son enfance à Neuilly, de son père avocat, de sa mère décoratrice d'intérieur, de leurs vacances aux Maldives, de leur appartement trop petit de 121 mètres carrés. Elle regardait autour d'elle en sirotant son thé. « Quelle magnifique maison, Valentine. Vous avez beaucoup de goût. » Mais ses yeux ne disaient pas « Vous avez du goût ». Ils disaient « Un jour, tout cela pourrait être à moi. » Je me suis dit que je me trompais, que j'étais injuste, jalouse peut-être. Quelle mère n'a pas peur de perdre son fils? Jacques, lui, adorait Emma. Elle est dynamique, Valentine. Ambitieuse. Elle va pousser Pierre à se dépasser. Ils se sont fiancés en juin 2013. Pierre avait 25 ans. Emma, 23. Jacques a insisté pour payer la totalité du mariage. C'est notre fils unique. On ne fait ça qu'une fois. Nous avons dépensé 95 000 €. Château de Vaux-le-Vicomte, 300 invités, robe de chez Elie Saab, orchestre de jazz, feu d'artifice à minuit. Emma voulait que tout soit digne d'un magazine. Et ça l'a été. 2 mois après le mariage, Jacques a diagnostiqué cancer du pancréas, stade 4. Le médecin lui a donné 6 mois, peut-être 1 an avec la chimiothérapie. Le monde s'est arrêté. Jacques avait 53 ans. Nous devions partir en croisière pour nos 30 ans de mariage. Nous avions des projets, des rêves, une vie entière devant nous. Mais la vie en avait décidé autrement. Pierre a été merveilleux pendant cette période. Il venait tous les soirs après le travail. Il s'asseyait au chevet de son père. Il parlait de tout, d'architecture, de politique, de souvenirs. Parfois, ils pleuraient ensemble. Emma venait aussi, moins souvent. Elle apportait des fleurs, des magazines, des sourires polis. Mais elle ne restait jamais longtemps. « L'hôpital me déprime », m'avait-elle confié un jour dans le couloir. J'ai du mal avec la maladie. J'avais hoché la tête. Chacun fait comme il peut face à la mort. Jacques est parti le 8 mars 2015. Un dimanche matin. Le printemps commençait à peine. Par la fenêtre de l'hôpital, on pouvait voir les premiers bourgeons sur les arbres. Il est mort dans son sommeil, la main dans la mienne. Pierre était là aussi. Il tenait l'autre main de son père. Nous avons pleuré ensemble, mon fils et moi, penchés sur l'homme que nous aimions tous les deux. Emma est arrivée 1 heure plus tard. Elle a embrassé Pierre, m'a tapoté l'épaule. Mes condoléances, Valentine. Jacques était un homme formidable. Puis elle a ajouté, tout bas, en regardant autour d'elle, « Il faudra penser à vider sa chambre d'hôpital rapidement. Ils facturent à la journée. » Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Après la mort de Jacques, je suis devenue une ombre. Les premiers mois, je ne sortais presque plus. Je restais dans la maison, entourée de ses affaires, ses livres d'architecture, ses lunettes posées sur la table de nuit, son pull gris qu'il portait le dimanche matin. Je ne pouvais pas m'en séparer. Pierre venait me voir 2 fois par semaine. Il s'asseyait dans le salon, me prenait les mains. « Maman, il faut que tu réagisses. Papa n'aurait pas voulu te voir comme ça. » Il avait raison. Mais la douleur était trop forte, trop lourde. C'est Emma qui m'a sorti de cette torpeur. Enfin, c'est ce que j'ai cru à l'époque. Un soir de juin 2015, 3 mois après la mort de Jacques, elle a débarqué chez moi sans prévenir. Elle portait un tailleur crème, des talons hauts, un parfum entêtant. « Valentine, ça suffit. Vous allez vous habiller. Nous sortons dîner. » J'ai protesté. Je n'avais envie de rien. Mais elle a insisté. Pierre aussi. Ils m'ont emmené dans un restaurant japonais du 7e arrondissement. Discret, élégant. Pendant le repas, Emma a été charmante, attentive. Elle me racontait des anecdotes légères, me faisait rire, malgré moi. « Vous voyez, Valentine, vous êtes encore capable de sourire. La vie continue. Jacques voudrait que vous viviez.
J'ai pleuré ce soir-là, au milieu du restaurant. Des larmes silencieuses qui coulaient toutes seules. Emma m'a tendu un mouchoir. Pierre m'a serré contre lui. On est là, maman. On sera toujours là. À partir de cette soirée, quelque chose a changé. Emma venait me voir régulièrement, seule. Elle m'apportait des pâtisseries de chez Ladurée, des magazines. Elle s'installait dans le salon et me parlait de tout et de rien. Vous savez, Valentine, vous êtes la belle-mère dont j'ai toujours rêvé. Ma propre mère est tellement froide. Vous êtes douce, généreuse. Ces mots me réchauffaient le cœur. Je me sentais utile, aimée. Elle me demandait souvent des conseils. Sur la décoration, sur la cuisine, sur la vie de couple. Comment faisiez-vous avec Jacques? Comment gardiez-vous la flamme après tant d'années? Je lui répondais avec sincérité. Je lui racontais nos rituels, les petits gestes, les attentions. L'amour, ce n'est pas les grands moments, Emma. C'est le café qu'on prépare le matin, le mot tendre qu'on glisse avant de partir, la main qu'on tient dans le métro. Elle m'écoutait, les yeux brillants. Vous êtes tellement sage, Valentine. En septembre 2015, 6 mois après la mort de Jacques, Pierre et Emma m'ont annoncé qu'ils cherchaient un appartement plus grand. On veut fonder une famille, maman, mais notre appartement actuel est trop petit. 2 pièces, c'est impossible avec un bébé. Mon cœur a bondi. Un bébé, un petit enfant. Jacques aurait été si heureux. Vous avez trouvé quelque chose? Pas encore, a soupiré Emma. Tout est hors de prix à Paris. Pour avoir 3 chambres dans un bon quartier, il faudrait au moins 700 000 €. Et les banques ne nous prêtent pas assez. Pierre a baissé les yeux. Même avec mon salaire, c'est compliqué. J'ai réfléchi pendant quelques secondes. Puis, j'ai pris ma décision. Et si je vous aidais? Emma a écarquillé les yeux. Valentine, non, on ne peut pas accepter. Mais si, j'ai souri. Jacques et moi avions économisé toute notre vie. Cet argent doit servir à quelque chose. À quelqu'un. Pierre s'est levé, m'a embrassé. Maman, tu es sûre? Certaine. 2 semaines plus tard, nous avons visité un appartement dans le 8e arrondissement, rue de Miromesnil. 130 mètres carrés, parquet haussmannien, moulures au plafond, balcon donnant sur une cour arborée. Emma était en extase. Valentine, c'est parfait. Absolument parfait. Le prix, 820 000 €. J'ai payé comptant. L'appartement a été mis au nom de Pierre. Pour faciliter les démarches, avait dit le notaire. Emma m'a serré dans ses bras ce jour-là. Vous êtes un ange, Valentine. Je ne vous oublierai jamais. Je me sentais heureuse, utile. J'avais aidé mon fils à construire son avenir. Jacques aurait approuvé. En décembre 2015, pour Noël, j'ai également offert à Pierre une voiture. Une Audi A4, gris métallisé. 52 000 €. Pour que tu puisses emmener ta future famille en week-end, ai-je dit en lui tendant les clés. Il m'a soulevé du sol, comme quand il était petit. Maman, tu es incroyable. Emma photographiait la scène, tout sourire. Mon mari a la meilleure maman du monde. Tout semblait parfait. Mais parfois, au milieu de la nuit, je me réveillais avec une sensation étrange. Un malaise que je ne parvenais pas à nommer. Jacques me manquait terriblement. Mais ce n'était pas que ça. C'était autre chose. Quelque chose de plus insidieux. J'avais l'impression de disparaître, de devenir transparente. Quand Pierre et Emma venaient dîner chez moi, ils parlaient de leurs projets, de leurs amis, de leurs voyages. Je les écoutais, je souriais, je servais le dessert, mais ils ne me posaient jamais de questions sur moi, sur ma journée, sur mes lectures, sur mes promenades. J'étais devenue un décor, un meuble utile. En février 2016, Emma m'a annoncé qu'elle était enceinte. J'ai pleuré de joie. Enfin, un bébé, un petit enfant à chérir. Vous serez une grand-mère formidable, Valentine, m'a dit Emma en posant sa main sur son ventre encore plat. Cet enfant aura tellement de chance de vous avoir. J'ai commencé à tricoter immédiatement. Des petits chaussons, une couverture, un bonnet. Les semaines ont passé. Le ventre d'Emma s'arrondissait. Pierre était fou de joie. Il achetait déjà des jouets, des livres, des vêtements minuscules. Mais en mai 2016, tout s'est arrêté. Emma a fait une fausse couche. Elle était au 4e mois. Pierre m'a appelé en pleurant. « Maman, viens, s'il te plaît. » Je suis arrivée à l'hôpital en moins de 20 minutes. Emma était dans une chambre privée, le visage défait, les yeux rouges. Je me suis assise à côté d'elle. J'ai pris sa main. « Emma, je suis tellement désolée. » Elle a éclaté en sanglots. « C'est injuste, Valentine.
tellement injuste. Pierre était effondré lui aussi. Je les ai pris tous les deux dans mes bras. Nous avons pleuré ensemble. Cette nuit-là, je suis restée à l'hôpital. Je ne voulais pas les laisser seuls. J'ai dormi dans un fauteuil inconfortable, recroquevillé sous ma veste. Le lendemain matin, Emma m'a regardée avec des yeux gonflés. « Merci d'être là, Valentine. Vous êtes la seule personne qui me comprend vraiment. » J'ai hoché la tête. « Tu peux compter sur moi. » Toujours. Mais quelque chose a commencé à changer à partir de ce moment. Emma est devenue distante, nerveuse. Elle ne venait plus me voir comme avant. Quand je l'appelais, elle répondait brièvement. « Désolée, Valentine, je suis occupée, on se rappelle. » Pierre, lui, était toujours présent, mais il semblait préoccupé, fatigué. « Tout va bien, mon chéri ?» lui ai-je demandé un dimanche de juillet 2016. « Oui, maman, c'est juste le travail. Beaucoup de pression en ce moment. » Il ne me regardait pas dans les yeux en disant ça. En octobre 2016, ils ont annulé 3 dîners de suite chez moi. « Désolée, maman. Emma ne se sent pas bien. » Puis 4, puis 5. Je commençais à me sentir invisible, mais je ne disais rien. Je ne voulais pas être envahissante. Je ne voulais pas qu'il me trouve lourde. Alors je souriais. J'acquiesçais. Je disais « Pas de problème, mon chéri, une autre fois. » Et seule dans ma grande maison vide, je regardais les photos de Jacques. « Dis-moi que je ne me trompe pas, » murmurai-je à son portrait. « Dis-moi que je deviens juste paranoïaque. » Mais Jacques ne répondait jamais. L'année 2017 a commencé dans un silence pesant. Pierre et Emma étaient de plus en plus occupés. Ou du moins, c'est ce qu'ils me disaient. Les dîners chez moi se sont espacés. 1 fois par mois, puis tous les 2 mois. Je les invitais toujours. Dimanche prochain, j'ai prévu un gigot d'agneau, comme tu aimes, Pierre. Désolé, maman. On a un brunch avec les collègues d'Emma. Et samedi? Samedi, on va à Deauville. Emma a besoin de se reposer. Je ne protestais jamais. Je raccrochais. Je rangeais le gigot au congélateur. Je mangeais seule dans ma grande cuisine, face à la chaise vide de Jacques. 62 ans. Veuve. Seule. En mars 2017, pour l'anniversaire de la mort de Jacques, j'ai organisé une messe à l'église Saint-Pierre de Chaillot. 2 ans qu'il était parti. 2 ans que je portais cette absence comme un manteau de plomb. J'avais prévenu Pierre 3 semaines à l'avance. « Mon chéri, la messe est à 10 heures. Ce serait important pour moi que tu sois là. »« Bien sûr, maman, je serai là. » Le matin du 8 mars, je me suis levée à 6 heures. J'ai mis ma robe noire, celle que je portais pour l'enterrement. J'ai pris le métro jusqu'à l'église. Il faisait froid. Un vent glacial soufflait sur Paris. À 10 heures, j'étais assise au premier rang, seule. J'ai attendu. 10h05, 10h10, 10h15. Pierre n'est pas venu. La messe a commencé sans lui. Le prêtre parlait de Jacques, de sa bonté, de sa générosité. Je ne l'écoutais plus vraiment. Je regardais la porte, espérant voir mon fils apparaître. Il n'est jamais venu. Après la messe, je suis rentrée chez moi, les jambes tremblantes. J'ai appelé Pierre. 1 fois, 2 fois, 3 fois, messagerie vocale. Il m'a rappelé le soir, vers 21h. « Maman, excuse-moi, j'ai complètement oublié. Emma avait organisé un brunch pour son anniversaire. Tous ses amis étaient là. Je ne pouvais pas annuler. Son anniversaire. Emma était née le 9 mars, pas le 8. Mais je n'ai rien dit. Ce n'est pas grave, mon chéri. Tu es sûr? Oui. Mensonge. En mai 2017, Emma a eu une promotion. Directrice adjointe du département marketing. Salaire multiplié par 2. Ils m'ont invité à dîner pour célébrer. Dans un restaurant gastronomique du 1er arrondissement. L'Espadon, au Ritz, 250 € par personne. Emma rayonnait. Robe noire fourreau, diamants aux oreilles, chignon parfait. Valentine, vous vous rendez compte? À 34 ans, je suis la plus jeune directrice adjointe de toute la boîte. Elle avait en réalité 27 ans. Mais je n'ai pas relevé. C'est merveilleux, Emma. Tu le mérites. Pierre la regardait avec fierté. Ma femme est une battante. Pendant le dîner, ils ont parlé de leur prochain voyage. 10 jours au Japon. Tokyo, Kyoto, Osaka. Ça va nous coûter une fortune, mais on le mérite, a dit Emma en sirotant son champagne. J'ai souri poliment. Vous allez adorer. Jacques et moi y sommes allés en 1999. C'était magique. Emma a à peine hoché la tête. Elle était déjà en train de montrer des photos d'hôtel à Pierre sur son téléphone. Regarde, chérie. Cet hôtel a un onsen privé dans chaque chambre. 600 € la nuit. J'ai regardé mon assiette. Mon saumon à peine entamé.
Mon estomac était noué. À la fin du repas, quand l'addition est arrivée, Pierre a sorti sa carte bancaire. Puis il s'est tourné vers moi. « Maman, ça t'embête de partager ? Emma vient de dépenser beaucoup pour le voyage. 750 €. 250 pour moi. Bien sûr, mon chéri. J'ai payé. » En rentrant chez moi ce soir-là, dans le taxi, j'ai pleuré silencieusement. Le chauffeur a fait semblant de ne rien voir. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous ? Qu'auriez-vous fait à ma place ? Les mois suivants ont été une lente descente. En juillet 2017, j'ai eu 62 ans. Pierre m'a envoyé un message à midi. « Bon anniversaire, maman. Bisous. » Rien d'autre. Pas de visite, pas de coup de fil, pas de dîner. Emma a posté sur Instagram une photo d'eux deux à Saint-Tropez. Cocktail au bord de la piscine, sourires éclatants, #Nannen vie de rêve. J'ai éteint mon téléphone. Je suis restée dans mon lit toute la journée. En septembre 2017, la climatisation de mon appartement est tombée en panne. J'ai appelé Pierre. « Mon chéri, tu connais quelqu'un qui pourrait venir la réparer ? » « Maman, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Appelle un professionnel. J'ai peur de me faire arnaquer. Tu sais comment ils sont avec les personnes âgées. » Silence. Puis, « Tu n'es pas une personne âgée, maman. Tu as 62 ans. Débrouille-toi. » Il a raccroché. Je suis restée là, le téléphone dans la main, abasourdi. « Débrouille-toi. » J'ai appelé un réparateur le lendemain. Il m'a facturé 800 € pour une intervention qui en valait 300. Je le savais, mais j'ai payé quand même. En novembre 2017, j'ai glissé sur le trottoir mouillé devant chez moi. Je suis tombée violemment. Mon poignet droit a craqué. Fracture. Une voisine m'a aidé à me relever. Elle m'a emmenée aux urgences de l'hôpital américain de Neuilly. J'ai appelé Pierre depuis la salle d'attente. « Mon chéri, je suis à l'hôpital. Je me suis cassé le poignet. »« C'est grave ? » ?»« Je ne sais pas encore. Ils vont me faire une radio. »« D'accord. Tiens-moi au courant. »« Tu peux venir ? » ?»« Maman, je suis au bureau. J'ai une réunion importante dans 20 minutes. Appelle-moi quand tu as les résultats. » Il a raccroché. J'ai attendu 4 heures aux urgences, seule. Puis on m'a plâtré le poignet. 6 semaines d'immobilisation. Pierre m'a rappelé le lendemain. « Alors, c'est grave ? Fracture simple. Plâtre pour 6 semaines. »« Ah, ce n'est rien alors. Bon, je te laisse, maman. Emma m'attend pour dîner. » Ce n'est rien. Une fracture. 4 heures aux urgences. Seule. Ce n'est rien. Cette nuit-là, j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre. Le cerisier du jardin était nu. Ses branches ressemblaient à des os. Quelque chose en moi a commencé à se fissurer. Lentement, silencieusement. En décembre 2017, j'ai reçu un coup de fil d'Emma. « Valentine, on aimerait passer le réveillon de Noël chez vous cette année. Mes parents viennent aussi. Et ma sœur avec son mari. Ça vous va ? Je ne les avais pas vus depuis 3 mois. 3 mois sans nouvelles, sans visite. Bien sûr, Emma, avec plaisir. Parfait, on sera 8. Vous pouvez prévoir un menu gastronomique ? Mes parents sont très difficiles. Je vais m'en occuper. Ah, et Valentine. Mon père est allergique aux fruits de mer. Et ma mère ne mange pas de viande rouge. Et mon beau-frère est végétarien. D'accord, je trouverai quelque chose. Merci. Vous êtes adorable. Elle a raccroché. Je suis restée assise dans mon salon, le téléphone à la main, le plâtre lourd au bout de mon bras. 8 personnes. Menu compliqué. Allergies multiples. Mon poignet me faisait mal. Mais j'ai dit oui. Comme toujours. J'ai passé 3 jours à préparer ce dîner. Avec un seul bras valide. J'ai cuisiné un chapon fermier, des légumes rôtis au four, une tarte tatin, un gâteau végétarien spécial pour le beau-frère. Le 24 décembre au soir, ils sont arrivés à 19h30. J'avais mis ma plus belle nappe, les bougies, les fleurs. Le père d'Emma a regardé autour de lui en entrant. Jolie maison. Combien de mètres carrés ? 250. Dans le 16e ? Ça vaut combien aujourd'hui ? 2 millions ? 2,5 millions ? J'ai souri sans répondre. Emma a embrassé l'air à côté de mes joues. « Valentine, vous avez une mine affreuse. Vous devriez vous reposer. J'ai eu une fracture au poignet. »« Ah oui, Pierre me l'a dit. » Elle a enlevé son manteau. « Bon, on peut passer à table ? On a faim. » Le dîner a duré 3 heures. Ils ont mangé, bu, ri, parlait fort. Moi, je servais, débarrassais, réchauffais, souriais. Avec mon bras plâtré, chaque geste me faisait mal. Personne ne m'a proposé de m'aider. À 23 heures, la mère d'Emma a regardé sa montre. « Il faut qu'on rentre.
Demain, on a un brunch à Versailles. Ils sont partis en 10 minutes. Manteau. Bisous rapides. Merci pour ce délicieux repas, Valentine. Pierre m'a embrassé sur le front. À bientôt, maman. Emma était déjà dans l'escalier. La porte s'est refermée. Je suis restée seule dans le salon. La table était couverte de vaisselle sale, des verres renversés, des serviettes froissées. Il était minuit. Joyeux Noël, Valentine. J'ai commencé à débarrasser, lentement, avec mon bras valide. Chaque assiette pesait une tonne. À 2 heures du matin, la cuisine était enfin propre. Je me suis assise à la table, épuisée. Et pour la première fois depuis des années, j'ai admis la vérité. Mon fils était en train de disparaître. Ou plutôt, c'est moi qui disparaissais. Dans ses yeux, dans sa vie. Je n'étais plus sa mère. J'étais devenue une commodité. L'année 2018 a marqué un tournant. Mon poignet avait guéri. Le plâtre était parti en février. Mais quelque chose en moi restait cassé. Je continuais ma vie, mes traductions, mes promenades le long de la Seine, mes lectures. Mais un voile gris s'était posé sur tout. Pierre m'appelait 1 fois par semaine, toujours le dimanche soir, vers 20h. Conversation de 5 minutes, mécanique, poli. « Ça va, maman ?»« Oui, mon chéri. Et toi ?»« Beaucoup de travail. Mais ça va. Bon, je te laisse. Emma m'appelle pour dîner. »« D'accord, je t'embrasse. Bisous. » Clic. En mars 2018, pour mes 55 ans, Pierre et Emma m'ont invité à déjeuner. Dans une brasserie du 9e arrondissement. Bruyante, bondée. Ils m'ont offert un foulard Hermès, bleu marine. Joli, mais impersonnel. « Tu aimes, maman ?»« C'est magnifique. Merci. » Emma sirotait son verre de vin blanc. On a hésité avec un sac, mais Pierre m'a dit que vous n'aimiez pas les sacs à main. J'adore les sacs à main. Jacques m'en offrait un chaque année pour notre anniversaire de mariage. Mais je n'ai rien dit. Le foulard est parfait. Le déjeuner a duré 1 heure. Ensuite, ils avaient un rendez-vous chez le décorateur. Leur appartement avait besoin d'être rafraîchi. Rafraîchi ? Ai-je demandé. Mais vous venez juste de l'acheter il y a 3 ans. Emma a haussé les épaules. Les tendances changent, Valentine. On ne peut pas vivre avec une décoration dépassée. 35 000 € de travaux. Pour changer du parquet en chêne par du parquet en noyer, pour repeindre des murs blancs en blanc cassé. Ils m'ont embrassé rapidement sur le trottoir. Bon anniversaire, maman. Puis ils sont partis, main dans la main, vers leur voiture. L'Audi que je leur avais offerte. Je suis rentrée chez moi à pied. 40 minutes de marche. Le foulard dans son coffret orange sous le bras. En mai 2018, j'ai reçu un appel étrange. Un numéro inconnu. Une voix de femme. Jeune. Nerveuse. Bonjour. Je cherche à joindre Pierre Fontaine. C'est sa mère à l'appareil. Puis-je vous aider? Silence. Puis, non, excusez-moi, je me suis trompée de numéro. Elle a raccroché. J'ai regardé mon téléphone, perplexe. Puis, j'ai haussé les épaules. Une erreur. Ça arrive. Mais 3 jours plus tard, le même numéro a rappelé. Cette fois, je n'ai pas décroché. Un message vocal s'est enregistré. Pierre, c'est moi. Rappelle-moi s'il te plaît. On doit parler de ce qui s'est passé samedi soir. Mon cœur s'est serré. Une femme. Une voix que je ne connaissais pas. Qui appelait mon fils? J'ai effacé le message. Ce n'était rien. Sûrement une collègue de travail. Une erreur. Mais le doute s'était glissé en moi comme une écharde. En juillet 2018, Pierre et Emma sont partis 3 semaines aux États-Unis. New York, Los Angeles, San Francisco. Des vacances bien méritées, avait dit Emma. On travaille tellement dur. Ils m'ont envoyé quelques photos par message. Eux devant la Statue de la Liberté. Eux sur Venice Beach. Eux au Golden Gate Bridge. Toujours eux deux. Souriants, bronzés, parfaits. En août, à leur retour, je leur ai proposé de venir dîner chez moi. Oh maman, on est crevé du décalage horaire. Une autre fois. Une autre fois. Cette phrase revenait sans cesse, comme un refrain. En septembre 2018, ma voisine, Madame Blanchard, a sonné à ma porte un mardi matin. « Valentine, j'ai vu votre fils hier soir. »« Pierre ? Où ça ?»« Devant un restaurant du 7e. Le Bon Saint pour Saint. Il était avec une jeune femme, brune, très élégante. Mon sang s'est glacé. Vous êtes sûre que c'était lui ? Certaine. Il m'a même salué de loin. Et la jeune femme ? Ce n'était pas Emma, j'en suis sûre. Emma est blonde. Celle-là était brune et beaucoup plus jeune. 25 ans peut-être. Madame Blanchard me regardait avec une pitié gênante. Je me suis dit que vous devriez savoir.
Merci. J'ai refermé la porte. Mon cœur battait trop fort. Une jeune femme brune. Un restaurant. Un soir de semaine. Non, ce n'était rien. Sûrement une collègue. Un dîner professionnel. Mais pourquoi Pierre ne m'en avait-il pas parlé? Le soir même, je l'ai appelé, faussement légère. « Mon chéri, comment vas-tu ?»« Bien, maman. Pourquoi ?»« Pour rien. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Tu as passé une bonne journée ?»« Oui, comme d'habitude. Boulot, métro, dodo. Et hier soir ?» Un silence. Très bref. Mais je l'ai senti. « Hier soir ? Rien de spécial. Pourquoi ? Pour rien. Simple curiosité. Bon, maman, je dois te laisser. Emma m'appelle. » Il a raccroché. Mon fils venait de me mentir. En octobre 2018, j'ai décidé d'agir. Je suis allé déjeuner dans le quartier de la banque où travaillait Pierre, le 8e arrondissement, près de la Madeleine. Je ne savais pas vraiment ce que je cherchais. Une intuition, une confirmation, ou peut-être juste la preuve que je me trompais. J'ai attendu dans un café en face de son immeuble, commandé un thé, ouvert un livre pour faire semblant de lire. À 13h15, Pierre est sorti du bâtiment. Il n'était pas seul. Une jeune femme marchait à côté de lui. Brune, petite robe noire, talons hauts. Elle riait à quelque chose qu'il venait de dire. Pierre a posé sa main dans le creux de son dos. Un geste, simple, familier, intime. Ils sont entrés dans un restaurant italien 3 rues plus loin. Je suis resté figé dans le café, ma tasse de thé refroidissant entre mes mains. Mon fils, mon petit garçon, en train de tromper sa femme. Je suis rentré chez moi dans un état second. J'ai vomi dans les toilettes, pleuré sous la douche, essayé de respirer normalement. Que faire? Lui parler? Confronter Emma? Me taire? J'ai choisi le silence, parce que j'avais peur. Peur qu'il me repousse, peur qu'il me dise que ça ne me regardait pas, peur de perdre le peu de lien qui nous restait. Alors j'ai fait semblant de ne rien savoir. En novembre 2018, Emma m'a appelé. « Valentine, on a une grande nouvelle. Mon cœur a bondi. Un bébé. Enfin. Quoi donc? Pierre a été promu. Directeur de département. 180 000 € par an. J'ai souri, soulagé. C'est merveilleux. Je suis fière de lui. On va fêter ça ce week-end. Un grand dîner à la maison. Vous êtes invités, bien sûr. Avec plaisir. Ah, et Valentine? Vous pouvez apporter le dessert? J'ai tellement de choses à préparer. Bien sûr. Le samedi soir, je suis arrivé chez eux avec une tarte au citron meringué. Fête maison. 3 heures de travail. L'appartement était rempli de monde. Collègues de Pierre, amis d'Emma, musique forte, rire, champagne. Personne ne m'a vraiment remarqué. Je me suis assise dans un coin du salon. J'ai souri poliment aux rares personnes qui m'adressèrent la parole. Pierre était entouré d'admirateurs. Il racontait des anecdotes, gesticulait, riait fort. Emma était accrochée à son bras, resplendissante dans une robe dorée. À un moment, elle a levé son verre. Un toast à mon mari extraordinaire, l'homme le plus brillant que je connaisse. Tout le monde a applaudi. Pierre l'a embrassé, longuement, devant tout le monde. Et moi, dans mon coin, je pensais à la jeune femme brune. À 23h, je suis partie. Personne ne m'a raccompagnée à la porte. En décembre 2018, j'ai reçu une carte de vœux de Pierre et Emma. Une photo d'eux deux en vacances aux Seychelles, bronzés, souriants. Au dos, écrite à la main par Emma. Meilleurs vœux pour 2019. Affectueusement, Pierre et Emma. Affectueusement. Pas avec amour. Pas ta famille qui t'aime. Affectueusement. Comme on écrit à une relation lointaine, à une connaissance. J'ai posé la carte sur la cheminée, à côté de la photo de Jacques. Et j'ai su, à cet instant, que quelque chose était irrémédiablement brisé. L'année 2019 a été celle des révélations silencieuses. En janvier, Pierre et Emma ont organisé une soirée pour célébrer la nouvelle année. Chez eux. 40 invités. Je n'ai pas été invitée. J'ai appris l'existence de cette fête par hasard, en voyant des photos sur le compte Instagram d'Emma, des dizaines de clichés, décorations sophistiquées, buffets somptueux, invités élégants. Sur l'une des photos, on voyait Pierre danser avec une jeune femme brune, la même que j'avais aperçue en octobre. Le commentaire d'Emma. Meilleure soirée de l'année avec mes gens préférés. Mes gens préférés. Je n'en faisais manifestement pas partie. J'ai fermé mon téléphone. Je me suis préparé une tisane. Je me suis assise dans le salon, face à la baie vitrée qui donnait sur le jardin obscur.
Jacques me manquait terriblement cette nuit-là. Pas seulement sa présence, sa protection. Il aurait su quoi faire, quoi dire à Pierre. Moi, je ne savais plus rien. En février 2019, ma meilleure amie Geneviève est venue prendre le thé chez moi. Nous nous connaissions depuis 40 ans, depuis mes études de lettres à la Sorbonne. Geneviève était la seule personne devant qui je ne jouais pas la comédie. « Valentine, tu as une mine épouvantable. »« Merci Geneviève, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. » Elle a posé sa tasse, m'a regardé droit dans les yeux. « Parle-moi, qu'est-ce qui ne va pas ?» Alors j'ai parlé. Pour la première fois, j'ai tout déballé. La distanciation de Pierre, son indifférence, les mensonges, la jeune femme brune, l'exclusion progressive. Geneviève m'a écouté sans m'interrompre, puis elle a soupiré. « Valentine, il faut que tu confrontes ton fils. »« Je ne peux pas. » »« Pourquoi ? » ?»« Parce que j'ai peur de le perdre complètement. »« Ma chérie, regarde-toi. Tu l'as déjà perdu. » Ces mots ont résonné dans ma poitrine comme un gong. « Que veux-tu que je fasse ? Pose des limites. Arrête de tout donner sans rien recevoir. Exige du respect. Et s'il s'éloigne encore plus, alors tu sauras à quoi t'en tenir. » Geneviève avait raison, mais j'étais trop lâche pour l'admettre. En mars 2019, pour mon 56e anniversaire, Pierre m'a envoyé un message. « Bon anniversaire, maman. Désolé, on ne peut pas venir. Emma a la grippe. Bisous. » Pas de coup de fil, pas de cadeau. Juste un SMS de 3 lignes. J'ai passé la journée seule. J'ai cuisiné mon plat préféré. Blanquette de veau. J'ai mis la table pour une personne. J'ai allumé une bougie. Et je me suis souhaité bon anniversaire à moi-même. Le soir, Geneviève m'a appelé. « Alors, Pierre est venu ? » ?»« Non, Emma a la grippe. »« Valentine, je sais, tu mérites mieux. Peut-être, mais c'est mon fils. Je ne peux pas l'abandonner. » « Ce n'est pas toi qui l'abandonne, ma chérie. C'est lui. » Après avoir raccroché, j'ai pleuré. Longtemps, silencieusement. Les bougies se sont consumées. La blanquette a refroidi dans l'assiette. 56 ans. Veuve, seule, oubliée. En avril 2019, quelque chose d'étrange s'est produit. J'étais chez le coiffeur, dans le 16e, en train de lire un magazine sous le casque. La porte s'est ouverte. Emma est entrée. Elle ne m'a pas vue. Elle était au téléphone, la voix tendue. « Je t'ai dit que je m'en occuperais. » »« Non, Pierre ne sait rien. Écoute, ce n'est pas le moment d'en parler. »« D'accord, on se voit demain à l'heure habituelle. » Elle a raccroché, a levé les yeux, m'a aperçu. Son visage s'est figé une seconde, puis elle a souri. « Valentine, quelle surprise. Bonjour Emma. » Elle s'est approchée, m'a embrassée sur les 2 joues. « Comment allez-vous ? Bien ? Et toi ? Tu es remise de ta grippe ? » Un battement. « Ma grippe ? En mars. Pierre m'a dit que tu étais malade. »« Ah oui, oui, complètement remise, merci. » Mais son regard fuyait le mien. Elle a prétexté un rendez-vous urgent et repartit aussi vite qu'elle était venue. J'ai regardé la porte se refermer derrière elle. Pierre ne sait rien. Ces 3 mots tournaient en boucle dans ma tête. Pierre ne sait rien de quoi ? En mai 2019, j'ai pris une décision. J'ai engagé un détective privé. Ça me semblait fou, pathétique même. Faire suivre mon propre fils, espionner ma belle-fille. Mais je devais savoir. Le détective s'appelait Monsieur Mercier, un homme d'une 50aine d'années, sobre, professionnel. « Madame Fontaine, que souhaitez-vous exactement ? Je veux savoir ce que fait mon fils et ma belle-fille, s'il y a quelqu'un d'autre. Je comprends. Il ne m'a pas jugé. C'était déjà ça. » 3 semaines plus tard, Monsieur Mercier m'a convoqué dans son bureau du 11e arrondissement. Il a posé une enveloppe Kraft devant moi. Épaisse. « Madame Fontaine, je dois vous prévenir. Ce que contient cette enveloppe va vous faire mal. Je veux savoir. Vous êtes sûre ? » Certaine. Il a ouvert l'enveloppe, a étalé les photos devant moi, Pierre, avec la jeune femme brune, devant un hôtel, rue de Rivoli, Pierre, embrassant la même femme sur le pas d'une porte, Pierre, tenant la main de cette femme dans un parc, des dates, des heures, des lieux, tout était là, noir sur blanc. Depuis combien de temps ? Ai-je murmuré. D'après mes recherches, depuis au moins septembre 2017, peut-être plus. Septembre 2017, 2 ans, presque 2 ans. Et Emma, elle sait ? Monsieur Mercier a sorti d'autres photos. Emma, avec un homme, grand, cheveux gris, costume élégant.
Emma, au restaurant avec cet homme. Leurs têtes penchées l'une vers l'autre. Emma, sortant d'un hôtel avec lui, le même hôtel que Pierre, rue de Rivoli. Votre belle-fille a également une liaison, depuis environ 1 an, avec son supérieur hiérarchique, un certain monsieur Dufour, marié, 2 enfants. J'ai regardé les photos, une par une, méthodiquement. Mon fils était un menteur. Ma belle-fille était une menteuse. Leur mariage était une façade, une illusion. Il y a autre chose, a dit monsieur Mercier doucement. Il a posé devant moi des captures d'écran, des messages WhatsApp, des conversations entre Pierre et la jeune femme brune. Ma mère commence à poser des questions. Et alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? Rien. C'est juste chiant. Tu lui dis quoi? Le minimum. De toute façon, elle gobe tout. Ta femme aussi? Emma s'en fout. Elle a son plan de son côté. Vous êtes un couple magnifique. On est surtout un couple qui s'arrange bien. Elle garde les apparences. Moi aussi. Tout le monde est content. Et ta mère? Ma mère est une bonne poire. Elle paie. Elle se tait. C'est parfait. Une bonne poire. J'ai relu ces 3 mots 10 fois. 20 fois. Une bonne poire. C'est comme ça que mon fils me voyait. Monsieur Mercier m'a tendu un verre d'eau. Madame Fontaine, je suis désolée. J'ai bu. Mes mains tremblaient tellement que j'ai renversé la moitié du verre. Il y a encore quelque chose, a-t-il ajouté. Je l'ai regardé, incrédule. Quoi de plus? Il a sorti un dernier document, un relevé de compte bancaire. Votre fils et votre belle-fille ont ouvert un compte commun en Suisse. Il y a actuellement 2 300 000 € dessus. Comment ont-ils eu cet argent? D'après ce que j'ai pu reconstituer, Emma a détourné des fonds de sa société. Petite somme, sur plusieurs années. Difficile à détecter. Votre fils l'a aidé à blanchir l'argent via des placements offshore. Je ne pouvais plus respirer. Mon fils, mon petit garçon, un voleur, un escroc. Et personne n'est au courant? Pas encore. Mais si quelqu'un creuse un jour, ils auront de sérieux problèmes. J'ai ramassé les photos, les messages, les documents. Combien je vous dois? 3 000 €. J'ai payé. Je suis sorti de son bureau avec l'enveloppe sous le bras. Dans le métro, je regardais les gens autour de moi. Des familles, des couples, des enfants. Eux aussi mentaient, probablement. Eux aussi trahissaient. Ou peut-être que j'étais juste la seule idiote, la seule bonne poire. En rentrant chez moi, j'ai posé l'enveloppe sur la table de la cuisine. Je me suis fait couler un bain. Très chaud. J'y suis resté 1 heure. Et pour la première fois depuis des années, j'ai arrêté de pleurer. Quelque chose de froid, de dur, s'était formé dans ma poitrine. Pas de la colère, pas encore, de la lucidité. Pierre ne m'aimait pas, Emma ne m'aimait pas. Ils m'utilisaient. Et moi, comme une idiote, je les avais laissés faire. Mais ce soir-là, dans mon bain, j'ai pris une décision. Ils ne le savaient pas encore, mais quelque chose venait de changer. Pour la première fois depuis des années, je n'étais plus la victime. J'étais devenue l'adversaire. Après les révélations de mai 2019, j'ai changé. Pas à l'extérieur. Extérieurement, j'étais toujours la même Valentine. Douce, souriante, accommodante. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était transformé en Pierre. J'ai rangé l'enveloppe du détective dans le tiroir de mon bureau, sous clé, et j'ai continué ma vie. Mais cette fois, avec un plan. En juin 2019, Pierre m'a appelé. « Maman, on a besoin de ton aide. » Que se passe-t-il? Emma veut refaire entièrement la cuisine. Du sur-mesure, mobilier italien, électroménager haut de gamme. Mais c'est cher. 70 000 €. 70 000 €. Pour une cuisine. Et vous voudriez que je... Si tu pouvais nous aider, ce serait génial. On te remboursera, promis, dès que j'aurai mon bonus de fin d'année. Mensonge. Il ne m'avait jamais rien remboursé. Avant, j'aurais dit oui immédiatement. J'aurais sorti mon chéquier. J'aurais été heureuse d'aider. Mais cette fois, j'ai répondu différemment. Mon chéri, je vais y réfléchir. Je te rappelle. Silence au bout du fil. Pierre n'avait pas l'habitude que je réfléchisse. D'accord. Mais ne tarde pas trop. Les artisans sont très demandés. Je comprends. J'ai raccroché. Et je n'ai pas rappelé. 1 semaine plus tard, Emma m'a téléphoné. Voix sucrée, presque suppliante. Valentine, Pierre m'a dit que vous hésitiez pour la cuisine. Je voulais vous expliquer à quel point c'est important pour nous. Je t'écoute, Emma. Vous savez, on reçoit beaucoup. Pour le travail de Pierre, des dîners professionnels, des clients importants. On ne peut pas les recevoir dans une cuisine démodée. Ça renvoie une mauvaise image. Je comprends.
Et puis, Valentine, vous nous avez tellement aidés jusqu'à présent. Encore un petit effort et on sera vraiment installé. Après, on ne vous demandera plus rien. Après, on ne vous demandera plus rien. Promesse creuse, mensonge éhonté. J'y réfléchis, Emma. Je dois vérifier mes finances. Vos finances? Un rire nerveux. Mais Valentine, vous avez cette immense maison. Vous vivez seule. Vous n'avez aucune dépense. Sa voix avait perdu sa douceur. Elle était devenue cassante, presque agressive. Je dois quand même réfléchir. Bon, très bien, comme vous voulez. Elle a raccroché sèchement. 2 jours plus tard, Pierre a débarqué chez moi sans prévenir. Un samedi après-midi. J'étais dans le jardin en train de tailler les rosiers. Il est entré par le portail latéral. Les clés que je lui avais données. « Maman, il faut qu'on parle. »« Bonjour, mon chéri. »« Entre. » Nous nous sommes installés dans le salon. Pierre était nerveux. Il faisait les 100 pas. « Tu vas nous aider pour la cuisine, oui ou non ?» Pas de préambule. Pas de civilité. « Pierre, je n'ai pas dit non. J'ai dit que je réfléchissais. Ça fait 10 jours que tu réfléchis. » Emma commence à perdre patience. « Emma perd patience ?»« Oui. Et moi aussi. Tu nous as toujours aidés. Pourquoi tu changes maintenant ?» Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Mon fils. 31 ans. Costume sur mesure. Montre Rolex au poignet. Voiture de luxe garée devant ma maison. Mon fils qui me traitait de bonne poire dans ses messages. « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Il a cligné des yeux, déstabilisé. « Quoi ? C'est une question simple. Est-ce que tu m'aimes ? Bien sûr que je t'aime. Tu es ma mère. Alors pourquoi ne viens-tu plus me voir ? Pourquoi ne m'appelles-tu qu'une fois par semaine ? Pourquoi ai-je l'impression d'être devenue invisible ? Maman, arrête. Tu deviens paranoïaque. Paranoïaque ? Ma voix tremblait, mais je me suis forcée à rester calme. Pierre, tu as oublié mon anniversaire. Tu as manqué la messe pour ton père. Tu ne m'invites plus chez toi. Tu ne me demandes jamais comment je vais. Je suis occupée, j'ai une carrière, une femme, une vie. Et moi, qu'est-ce que je suis dans ta vie ? Il a détourné le regard. Tu es ma mère ? Non, je suis ton portefeuille. Les mots sont sortis tout seuls, secs, tranchants. Pierre a pâli. Comment oses-tu dire ça ? Parce que c'est vrai. Tu ne viens me voir que quand tu as besoin d'argent. Le reste du temps, j'existe à peine. C'est faux. Vraiment ? Quand m'as-tu invité à dîner la dernière fois ? Quand as-tu pris de mes nouvelles sans rien me demander en retour ? Silence. Pierre serrait les poings. Ses mâchoires étaient crispées. Si tu ne veux pas nous aider, dis-le clairement. Ce n'est pas une question d'argent, Pierre. C'est une question de respect. Respect ? Il a ri, un rire amer. Tu veux parler de respect, toi qui nous espionnes ? Mon sang s'est glacé. Quoi ? Ne fais pas l'innocente. Emma t'a vu chez le coiffeur en avril. Elle t'a entendu poser des questions sur nous au concierge de notre immeuble. Tu nous surveilles. Je n'avais jamais parlé au concierge. C'était un mensonge. Mais peu importait. Je suis ta mère. Je m'inquiète pour toi. Non, tu es jalouse. Jalouse qu'on ait une belle vie. Jalouse qu'on soit heureux. Chaque mot était une gifle. Pierre, papa est mort, maman. Il faut que tu l'acceptes. Et il faut que tu arrêtes de t'accrocher à moi comme une sangsue. Comme une sangsue. J'ai senti quelque chose se briser définitivement en moi. Pierre s'est dirigé vers la porte. Pour la cuisine, si tu ne veux pas nous aider, on se débrouillera autrement. Mais ne viens pas te plaindre après qu'on ne vient plus te voir. Il est parti. La porte a claqué. Je suis restée assise dans le salon, les mains tremblantes. Puis, je suis montée dans mon bureau. J'ai sorti l'enveloppe Kraft. Et j'ai pris le téléphone. J'ai appelé mon notaire, Maître Duchamp, un homme que Jacques et moi connaissions depuis 25 ans. Maître, j'ai besoin de vous voir. Rapidement. Bien sûr, Valentine. Que se passe-t-il ? Je veux modifier mon testament. Et rédiger des documents de déshéritage. Silence au bout du fil. Puis, vous êtes sûre ? Absolument certaine. Nous avons pris rendez-vous pour le mardi suivant. En juillet 2019, je me suis rendue chez Maître Duchamp. J'ai apporté l'enveloppe du détective. Il a examiné les documents, les photos, les relevés bancaires. Valentine, c'est grave, très grave. Si ces informations sont exactes, votre belle-fille pourrait aller en prison. Je sais, et votre fils est complice. Je sais. Que voulez-vous faire ? Je veux protéger mon patrimoine. Je veux que tout soit à mon nom. La maison, l'appartement où ils vivent, la voiture, les comptes bancaires, tout.
C'est déjà le cas pour la maison. L'appartement aussi? Il a vérifié dans ses dossiers. L'appartement que vous avez acheté en 2015? Oui, il est toujours à votre nom. Vous ne l'avez jamais transféré. Mon cœur a bondi. Vous êtes sûr? Certain. Pierre a l'usufruit. Mais la nue propriété vous appartient. Et la voiture? Également à votre nom. Carte grise, assurance, tout. Un poids énorme a quitté mes épaules. Tout était à moi. Il ne possédait rien. Je veux rédiger un acte de déshéritage officiel, enregistré, notarié. Valentine, réfléchissez bien, c'est votre fils unique. J'ai réfléchi pendant des années, maître. Maintenant, j'agis. Il a hoché la tête. Très bien. Je prépare les documents. Le processus a pris 3 semaines. En août 2019, j'ai signé l'acte de déshéritage devant Maître Duchamp et 2 témoins. Pierre était officiellement déshérité. Plus aucun droit sur mon patrimoine. Plus aucune garantie d'héritage. Tous mes biens iraient à des œuvres caritatives. Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, des associations pour femmes victimes de violences. L'acte est enregistré, a confirmé Maître Duchamp. Légalement contraignant. Même en cas de contestation, il tiendra. Merci. Que comptez-vous faire maintenant? Attendre le bon moment. Pendant tout l'été 2019, Pierre et Emma ne m'ont pas donné signe de vie. Pas un appel, pas un message. Je leur avais refusé l'argent. Alors, j'avais cessé d'exister. En septembre 2019, j'ai reçu une invitation par la poste. Une carte élégante, papier ivoire, lettrage doré. Pierre et Emma Fontaine ont le plaisir de vous inviter à célébrer leur 6e anniversaire de mariage. Samedi 28 septembre, dîner au Pré-Catelan. 6 ans. Déjà, 6 ans de mensonges. J'ai regardé l'invitation longuement, puis je l'ai mise à la poubelle. Le 28 septembre, je suis restée chez moi. J'ai lu, j'ai écouté du Chopin, j'ai bu une tisane. Le lendemain, Emma m'a appelée. Voix glaciale. « Valentine, vous n'êtes pas venue hier soir. » « Non. » « Pourquoi ? » ?»« Je n'en avais pas envie. »« Vous n'en aviez pas ?» Elle a ri. Un rire faux. « Vous êtes incroyable. On vous invite à notre anniversaire et vous nous snobez ? » « Emma, soyons honnêtes. Vous ne vouliez pas vraiment que je vienne. Vous vouliez juste garder les apparences. » « Les apparences ? De quoi parlez-vous ? Je parle du fait que vous ne m'aimez pas, que vous ne m'avez jamais aimé, que je suis juste un moyen, un outil. Vous délirez. Vraiment ? Alors dites-moi, Emma, quand avez-vous pris de mes nouvelles pour la dernière fois ? Silence. C'est bien ce que je pensais. Pierre avait raison. Vous êtes jalouse, pathétique, peut-être, mais au moins je ne suis pas une voleuse. Le mot a claqué comme un fouet. Qu'est-ce que vous venez de dire ? Vous m'avez très bien entendu. Valentine, je ne sais pas ce que vous insinuez, mais 2 300 000 €. Compte en Suisse. Fonds détournés. Vous voulez que je continue ? Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis Emma a raccroché. 10 minutes plus tard, Pierre a appelé. Furieux. Qu'est-ce que tu as dit à Emma ? La vérité. Quelle vérité ? Tu es complètement folle. Pierre, j'ai des preuves, des photos, des relevés bancaires, des messages, tout. Tu nous as fait suivre ? Oui. Tu es malade ? Non. Je suis lucide. Enfin. Qu'est-ce que tu veux ? De l'argent, c'est ça ? Tu veux qu'on te paie pour ton silence ? J'ai ri. Un rire triste, épuisé. Je ne veux rien de vous, Pierre. Plus rien. Vous m'avez déjà tout pris. Ma dignité, mon amour, ma confiance. Il ne reste plus rien à prendre. Maman, ne m'appelle plus comme ça. Tu as perdu ce droit. J'ai raccroché. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi d'un sommeil profond. Sans cauchemar, sans larmes. Libre. Après la confrontation de septembre 2019, un silence complet s'est installé. Pierre ne m'a plus appelé. Emma non plus. Les semaines passaient. Octobre, novembre, décembre. Pas un message, pas un signe de vie. Pour Noël 2019, j'ai passé la soirée avec Geneviève et son mari. Un dîner simple, chaleureux. Ils habitaient un appartement cosy du 14e arrondissement. « Tu as des nouvelles de Pierre ?» m'a demandé Geneviève en servant le champagne. « Aucune. Comment te sens-tu » ? Étrangement bien. Et c'était vrai. Pour la première fois depuis des années, je me sentais légère, libérée. Je n'attendais plus rien. Je n'espérais plus rien. Et dans ce vide, j'avais retrouvé quelque chose que j'avais oublié. Moi-même. En janvier 2020, j'ai repris mes traductions avec passion.
J'avais laissé tomber beaucoup de projets ces dernières années, trop préoccupé par Pierre. Mais maintenant, je travaillais à nouveau. Roman anglais. Essai américain. Les mots me revenaient, le plaisir aussi. J'ai également recommencé à voir des amis, des gens que j'avais négligés, des déjeuners, des expositions, du théâtre. Ma vie se reconstruisait, lentement, doucement. En février 2020, le monde entier a basculé. Un virus, venu de Chine, le Covid-19. Au début, personne n'y croyait vraiment. Puis les nouvelles sont devenues alarmantes. L'Italie, l'Espagne, la France. Le 17 mars 2020, le confinement a été décrété. Du jour au lendemain, Paris s'est vidé. Les rues désertes, les commerces fermés, le silence. Je me suis retrouvée seule dans ma grande maison, encore plus seule qu'avant. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, tout le monde était seul. Le 20 mars, Pierre m'a envoyé un message. « Maman, j'espère que tu vas bien. Fais attention à toi. » 10 mots. Après 6 mois de silence, j'ai hésité à répondre. Puis j'ai tapé « Merci, toi aussi ». Rien de plus. Les semaines de confinement se sont étirées. Mars, avril, mai, je lisais, je cuisinais, je jardinais, je regardais les nouvelles avec effroi. Les morts, les hôpitaux saturés, la peur. À 57 ans, j'étais dans la catégorie « à risque ». Je faisais attention. Masque, gel hydroalcoolique, distance. En avril 2020, Pierre m'a appelé, pour la première fois depuis septembre 2019. « Oh, maman, comment vas-tu » Sa voix était différente, plus douce, presque inquiète. « Je vais bien, Pierre. Et toi ?»« Ça va. On est confinés à l'appartement. Emma fait du télétravail. Moi aussi. C'est difficile. Je comprends. » Un silence. Puis, « Maman, je voulais te dire, j'ai réfléchi à ce qui s'est passé. Mon cœur s'est serré. Oui, je sais que j'ai été dure, que j'ai dit des choses blessantes. En effet, je m'excuse. 2 mots. Je m'excuse. Pas « je suis désolée de t'avoir traité comme une moins que rien ». Pas « je regrette de t'avoir menti pendant des années ». Juste « je m'excuse ». D'accord, Pierre. On pourrait peut-être se voir après le confinement. Peut-être. Tu me manques. Ces 3 mots auraient dû me toucher. Avant, ils m'auraient fait pleurer de joie. Mais maintenant, je les entendais avec une oreille différente. Tu me manques. Ou plutôt, ton argent me manque. Ton aide me manque. Ta disponibilité me manque. Toi aussi, Pierre. Prends soin de toi. J'ai raccroché. Geneviève m'a appelé le soir même. Il a osé ? Je lui avais tout raconté par message. Oui. Et tu y crois ? Non. Bien. Ne te laisse pas attendrir. Ne t'inquiète pas. Le confinement s'est terminé le 11 mai 2020. Paris s'est réveillé lentement. Masques obligatoires. Distance. Peur persistante. Pierre m'a proposé de venir déjeuner chez moi le dimanche 17 mai. Juste toi et moi, maman. Emma a un truc de prévu. J'ai accepté. Le dimanche, il est arrivé à midi, avec un bouquet de roses blanches, mes préférées. Tiens, maman, pour toi. Merci, mon chéri. Nous avons déjeuné dans le jardin. J'avais préparé un poulet rôti, des légumes grillés, une tarte aux fraises. Pierre a mangé avec appétit. C'est délicieux. Ça m'avait manqué, ta cuisine. Merci. Il parlait de tout et de rien. Du confinement, du télétravail, de Paris déserte. Mais pas d'Emma, pas de leur vie, pas de leurs problèmes, et surtout, pas d'excuses réelles. Après le dessert, nous sommes restés assis sous le cerisier. Le silence était presque agréable. Puis Pierre a dit « Maman, je sais que les choses ont été compliquées entre nous. » Compliquées, c'est un euphémisme. Il a baissé les yeux. Je sais, j'ai été égoïste. Oui, je veux qu'on reparte sur de bonnes bases. Pierre, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Il m'a regardé, surpris. Comment ça ? Tu ne m'as pas donné de nouvelles pendant 6 mois. Et là, soudainement, tu veux qu'on reparte sur de bonnes bases. Alors je te demande, qu'est-ce que tu veux ? Il a hésité. Puis, je veux juste retrouver ma mère. Ta mère ? Ou ton portefeuille ? Il a tressailli. Ce n'est pas juste ? Non ? Alors réponds-moi franchement. Est-ce que tu viens me voir parce que tu m'aimes ou parce que tu as besoin de quelque chose ? Silence. Pierre, je t'ai posé une question. Les deux, maman. Les deux. Je t'aime. Mais oui, j'ai aussi besoin de toi. Pourquoi ? Emma a perdu son travail. Et voilà, la vérité. Quand ? En avril, pendant le confinement.
Sa boîte a licencié 20% de ses effectifs. Elle en faisait partie. Je suis désolée. On a des économies, mais pas assez pour tenir longtemps. Surtout avec le crédit de l'appartement. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Quel crédit? Il a pâli. Le crédit de la cuisine. La cuisine que je n'ai pas voulu financer? On l'a fait quand même. On a pris un crédit. 70 000 €. Et maintenant, vous ne pouvez plus rembourser. On peut tenir quelques mois, mais après, vous voulez que je vous aide? Il n'a rien dit. Mais son silence était une confirmation. J'ai souri. Un sourire triste. Pierre, tu te souviens de ce que tu m'as dit en juin dernier? Maman, tu m'as dit que j'étais jalouse, pathétique, que je m'accrochais à toi comme une sangsue. J'étais en colère. Je ne pensais pas. Si, tu le pensais. Il a baissé la tête. Et maintenant, tu reviens. Parce que tu as besoin d'argent. Parce qu'Emma a perdu son travail. Parce que vous êtes dans la merde. Maman, s'il te plaît. Non, Pierre. Cette fois, c'est non. Mais, tu as été clair. Je ne suis rien pour toi. Juste un portefeuille. Alors maintenant, le portefeuille est fermé. Maman, on va perdre l'appartement. L'appartement est à mon nom. Vous ne pouvez rien perdre. Il a écarquillé les yeux. Quoi? Tu ne savais pas? L'appartement est toujours à mon nom, ainsi que la voiture. Tu n'as jamais rien possédé, Pierre. Tout est à moi. Son visage est passé du blanc au rouge. Tu nous as menti? Non. Vous avez juste supposé. Mais le notaire n'a jamais transféré la propriété. Je l'ai gardée. Pierre s'est levé brusquement. Donc tout ce temps, on vivait dans TA maison? On conduisait TA voiture? Exactement. C'est dégueulasse. Vraiment? Plus dégueulasse que de traiter ta mère de bonne poire? Plus dégueulasse que de la mépriser dans tes messages? Plus dégueulasse que de voler ta société avec ta femme? Il a blêmi. Comment? Comment tu sais pour ça? Je sais tout, Pierre. Les liaisons, l'argent en Suisse, tout. Il est resté figé, incapable de parler. Maintenant, je vais te dire ce qui va se passer. Tu vas rentrer chez toi. Tu vas dire à Emma que je ne vous aiderai plus jamais. Et vous allez vivre avec les conséquences de vos choix. Maman, je ne suis plus ta mère, Pierre. Je suis juste la propriétaire de ton appartement. Et si tu ne paies pas ton crédit, je peux très bien décider de récupérer mon bien. Tu ne ferais pas ça. Et c'est moi. Il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Puis il est parti, sans un mot, sans un au revoir. La porte a claqué. Je suis restée seule dans le jardin. Le soleil déclinait. Les roses blanches qu'il m'avait offertes étaient disposées sur la table. Je les ai prises, et je les ai jetées à la poubelle. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, sans regret, sans douleur, juste une paix immense. La tempête approchait. Je le savais. Mais pour la première fois, j'étais prête. Après mai 2020, le silence est revenu. Mais cette fois, c'était un silence définitif, pesant, chargé de non-dits. Les mois ont passé. Juin, juillet, août. Paris renaissait lentement après le confinement. Les terrasses rouvraient. Les gens réapprenaient à se toucher, à sourire sans masque. Moi, je continuais ma vie. Mes traductions, mes promenades. Mes thés avec Geneviève. En septembre 2020, Maître Duchamp m'a appelé. « Valentine, j'ai reçu une lettre de l'avocat de votre fils. Mon cœur a sauté. Que veut-il? Il conteste l'acte de déshéritage. Il demande l'annulation. Il prétend que vous étiez sous influence, que vous n'aviez pas toute votre lucidité. » J'ai ri. Un rire sec. Sous influence? De qui? C'est ridicule, évidemment. L'acte a été signé devant témoins. Vous étiez parfaitement lucide. J'ai tous les documents médicaux qui le prouvent. Que va-t-il se passer? Il va perdre. La loi est de votre côté. Vous êtes propriétaire de vos biens. Vous avez le droit de les léguer à qui vous voulez. Bien. Il y a autre chose. Quoi? Votre fils et votre belle-fille ont 3 mois de retard sur leur crédit de cuisine. La banque les a mis en demeure. Je vois. Si vous voulez récupérer l'appartement, c'est le moment. Légalement, vous en avez le droit. Ils occupent votre bien sans contrat de location. Techniquement, ce sont des occupants sans titre. J'ai réfléchi longuement. Non, pas encore. Vous êtes sûr? Je veux qu'ils comprennent par eux-mêmes. Je veux qu'ils tombent naturellement, sans que j'aie à pousser. Comme vous voulez. En octobre 2020, Geneviève m'a appelé, essoufflée. « Valentine, tu ne vas pas croire ce que je viens de voir. »« Quoi ? » « Emma, au bon marché. Avec un homme. Pas Pierre.
Un autre. Le même qu'avant? Je ne sais pas. Mais il n'avait pas l'air de simple collègue, crois-moi. Elle a perdu son travail en avril. Alors c'est quelqu'un d'autre. Donc Emma continuait ses liaisons, malgré les difficultés financières. Malgré tout. Et Pierre? Tu l'as vu récemment? Non. Mais j'ai entendu parler de lui. Comment ça? Ma nièce travaille dans la finance. Elle m'a dit que Pierre Fontaine avait été rétrogradé à sa banque. Moins de responsabilités, moins de salaire. Mon cœur s'est serré, malgré tout. Pourquoi? Mauvais résultat. Conflit avec sa hiérarchie. Il paraît qu'il est devenu difficile, agressif. La vie commençait à leur rendre ce qu'ils avaient semé. En novembre 2020, j'ai reçu une lettre recommandée, de la part de Pierre. Pas d'Emma, juste Pierre. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. Maman, je sais que tu ne veux plus me parler. Je comprends. Mais je dois te dire quelque chose. Emma et moi, on se sépare. Elle est partie il y a 2 semaines. Elle a un autre homme, un type qu'elle a rencontré pendant le confinement, plus riche que moi, plus influent. Elle a vidé notre compte commun, pris tous les bijoux, toutes ses affaires. Je suis seule dans l'appartement maintenant. La banque menace de me poursuivre pour le crédit. Je n'arrive plus à payer. J'ai perdu mon poste de directeur. Je suis redevenu simple cadre. Mon salaire a été coupé de moitié. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit. Je sais que je t'ai fait du mal. Mais je suis ton fils, ton seul fils, s'il te plaît. Pierre. J'ai relu la lettre 3 fois, puis je l'ai posée sur la table. Mon fils était en train de s'effondrer. Et une partie de moi, une toute petite partie, avait mal pour lui. Mais l'autre partie, la plus grande, restait de marbre. Il récoltait ce qu'il avait semé. Je n'ai pas répondu à la lettre. En décembre 2020, Maître Duchamp m'a rappelé. « Valentine, votre belle-fille a été arrêtée. » Mon sang s'est glacé. Quoi? Détournement de fonds. Sa société a porté plainte. Ils ont découvert les transferts vers la Suisse. Les preuves sont accablantes. Et Pierre? Il est interrogé comme complice. Mais pour l'instant, rien de prouvé contre lui. Emma nie qu'il était au courant. Elle le protège, ou elle se protège elle-même. Si elle l'implique, il peut témoigner contre elle. Que va-t-il se passer? Emma risque entre 3 et 5 ans de prison. Plus une amende colossale, restitution des fonds, interdiction d'exercer. Mon Dieu. Valentine, vous aviez raison. La justice naturelle a fini par les rattraper. En janvier 2021, Emma a été condamnée à 4 ans de prison ferme. L'histoire a fait la une des journaux financiers. Directrice marketing détourne 2 millions d'euros. Pierre a été blanchi, officiellement, mais sa réputation était détruite. Il a été licencié de sa banque en février 2021. Manquement à l'éthique. En mars 2021, j'ai reçu un appel de Maître Duchamp. Valentine, Pierre a fait une demande d'expulsion de l'appartement. Comment ça? Il ne paie plus rien depuis 6 mois, ni le crédit ni les charges. La banque a saisi ses comptes. Il n'a plus rien. Et il veut quoi? Il demande à rester dans l'appartement. Il dit qu'il n'a nulle part où aller. L'appartement est à mon nom. Exactement. Vous avez le droit de le récupérer. Que se passera-t-il s'il refuse de partir? Expulsion par huissier. J'ai fermé les yeux. Mon fils. À la rue. Donnez-lui 3 mois. Valentine. 3 mois. Qu'il trouve un travail. Un endroit où aller. Mais après, s'il n'est pas parti, je récupère mon bien. Très bien. En avril 2021, Pierre m'a appelé. Pour la première fois depuis 1 an. Maman. Sa voix était cassée, épuisée. Pierre. Je sais que tu m'as donné 3 mois. Merci. De rien. Je cherche du travail. Mais personne ne veut de moi. Mon nom est grillé dans la finance. Je suis désolé. Emma est en prison. Je sais. Elle refuse de me voir. Elle dit que c'est de ma faute. Que je n'ai pas su la protéger. Silence. Maman, j'ai tout perdu. Oui. Je n'ai plus rien. Non. Est-ce que tu pourrais... Non, Pierre. Mais, tu as fait tes choix. Tu as menti. Volé, triché, méprisé ta mère. Maintenant, tu vis avec les conséquences. Maman, s'il te plaît, j'ai compris, j'ai changé. Tu n'as pas changé, Pierre, tu es juste tombé. Et maintenant, tu voudrais que je te rattrape, mais je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que tu ne m'as jamais aimé, tu m'as utilisé, et je refuse de continuer. Je t'aime, maman, je te jure. Non, tu aimes ce que je peux t'apporter. Ce n'est pas pareil. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes? Apprendre à te tenir debout tout seul, sans moi,
sans personne. Et si je n'y arrive pas, alors tu tomberas, encore, jusqu'à ce que tu comprennes. J'ai raccroché. Cette nuit-là, j'ai pleuré. Pour la première fois depuis longtemps. Pas de tristesse, pas de regret, mais de soulagement. En juin 2021, Pierre a quitté l'appartement. Il a trouvé un travail de comptable dans une petite entreprise du 15e arrondissement. Salaire modeste, appartement minuscule dans le 19e. Il vivait seul, sans luxe, sans confort, comme tout le monde. Geneviève m'a dit qu'elle l'avait croisé un jour dans le métro. Il avait l'air tellement vieux, Valentine, tellement fatigué. C'est la vie. Tu ne regrettes pas? Non? Même pas un peu? Même pas. En juillet 2021, pour mes 58 ans, j'ai organisé un dîner chez moi. Geneviève et son mari, quelques amis traducteurs, des voisins que j'aimais bien, 15 personnes, rire, conversation, vin, musique. À un moment, Geneviève m'a prise à part. « Tu es heureuse, Valentine ?»« Oui, vraiment heureuse, vraiment. Malgré tout ce qui s'est passé, grâce à tout ce qui s'est passé. » Elle m'a serrée dans ses bras. « Tu es la femme la plus forte que je connaisse. » Non, je suis juste une femme qui a appris à dire non. En septembre 2021, j'ai reçu une dernière lettre de Pierre. « Maman, je ne te demande plus rien. Je voulais juste te dire que tu avais raison. Surtout, j'étais égoïste, menteur, manipulateur. Je t'ai traité comme un objet, comme un distributeur de billets. Je ne mérite pas ton pardon, mais je voulais que tu saches que j'ai compris. Trop tard peut-être, mais j'ai compris. Emma est sortie de prison la semaine dernière. Elle ne m'a pas contactée. Je suis seule maintenant, vraiment seule. Et c'est exactement ce que je mérite. Je t'aime, maman. Même si ces mots ne veulent plus rien dire. Pierre. J'ai relu la lettre plusieurs fois, puis je l'ai rangée dans un tiroir. Un jour, peut-être, je répondrai. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais en paix. Nous sommes aujourd'hui le 20 décembre 2024. 3 ans ont passé depuis cette lettre de Pierre en septembre 2021. 3 ans pendant lesquels j'ai reconstruit ma vie, pierre par pierre, jour après jour. Je vais avoir 62 ans en mars prochain. Mes cheveux sont presque entièrement blancs maintenant. Je ne l'éteins plus. Pourquoi mentirais-je sur mon âge? J'ai gagné chacune de ces années, chacune de ces rides. Ma maison du 16e arrondissement est toujours mon refuge, mon royaume. Le cerisier du jardin a fleuri magnifiquement ce printemps. Jacques aurait adoré. Chaque matin, je bois mon thé face à la baie vitrée. Je regarde Paris se réveiller et je me sens vivante. En octobre 2022, j'ai vendu l'appartement du 8e arrondissement, celui que j'avais acheté pour Pierre en 2015. Maître Duchamp m'a trouvé un acheteur, un jeune couple avec un bébé, des gens gentils, honnêtes. J'ai vendu pour 950 000 €, 130 000 de plus que le prix d'achat. Avec cet argent, j'ai créé une fondation, la Fondation Jacques Fontaine, pour aider les femmes victimes de manipulation familiale, les mères abandonnées, les épouses trahies. Geneviève est membre du conseil d'administration. Nous avons déjà aidé 43 femmes à se reconstruire. C'est devenu mon œuvre, mon héritage. En janvier 2023, j'ai reçu une carte de vœux. De Pierre. Juste 3 lignes. Bonne année, maman. J'espère que tu vas bien. Je pense à toi. Pierre. Pas de demande, pas de supplication. Juste un signe de vie. Je n'ai pas répondu. Mais j'ai gardé la carte. En mars 2023, pour mes 60 ans, j'ai organisé un grand dîner. Chez moi, 30 invités, amis, voisins, collègues traducteurs. Geneviève a porté un toast. À Valentine, la femme la plus courageuse que je connaisse. Celle qui a choisi sa dignité plutôt que le confort du mensonge. Tout le monde a applaudi. J'ai souri, les larmes aux yeux. 60 ans. Et j'étais enfin libre. En juin 2023, par hasard, j'ai croisé Emma, rue de Passy, devant une boulangerie. Elle sortait de prison depuis 2 ans. Elle avait vieilli de 10 ans. Cheveux ternes, visage creusé, vêtements ordinaires. Nos regards se sont croisés. Elle a baissé les yeux immédiatement, a voulu partir. Emma. Elle s'est arrêtée, s'est retournée lentement. Valentine, comment vas-tu? Je survis. Silence. Je travaille dans un café, serveuse, salaire minimum, un studio de 20 mètres carrés dans le 19e. Je vois. Mon casier judiciaire m'empêche de retrouver un vrai travail. Personne ne veut de moi. Je ne savais pas quoi dire.
Pierre et moi, on ne se parle plus. Il me rend responsable de tout. Et toi? Moi aussi, je le rends responsable. Elle a ri. Un rire amer. On était parfait pour se détruire. Oui, Valentine, je voulais vous dire. Je suis désolée. Désolée de quoi? De tout. De vous avoir utilisé, méprisé, manipulé. Merci. Ça ne change rien, je sais, mais je le pense vraiment. Elle avait les larmes aux yeux. Emma, est-ce que tu es heureuse maintenant? Non. Bien. Elle a cligné des yeux, surprise. Je ne dis pas ça par cruauté. Je dis ça parce que le malheur t'apprend. La chute t'apprend. Peut-être qu'un jour, tu deviendras meilleure. Peut-être. Prends soin de toi, Emma. Vous aussi, Valentine. Elle est partie. Je suis restée sur le trottoir, mon sac de course à la main. Et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de la joie de la voir souffrir. Pas de la satisfaction. Juste de la paix. La vie lui avait rendu exactement ce qu'elle avait donné. En septembre 2023, Pierre m'a envoyé un message. « Maman, je sais que tu ne veux pas me parler, mais j'aimerais te voir. Juste une fois, s'il te plaît. » J'ai hésité pendant 2 semaines. Puis j'ai répondu « D'accord, dimanche prochain, 15 heures, chez moi. » Le dimanche, il est arrivé à l'heure, avec un bouquet de roses blanches, encore. Mais cette fois, il avait l'air sincère. « Maman, Pierre, il avait vieilli. Beaucoup. À 35 ans, il en paraissait 45. Cheveux grisonnants, rides profondes, regard fatigué. Nous nous sommes assis dans le salon, en silence. « Comment vas-tu » ai-je demandé. « Je travaille toujours comme comptable. C'est modeste, mais honnête. Bien. J'ai un petit appartement, 30 mètres carrés, pas de luxe, mais c'est à moi. Enfin, je loue, mais c'est chez moi. Je suis contente pour toi. Emma et moi, on ne se parle plus. » Elle me l'a dit. « Tu l'as vue » ? « Oui. En juin, par hasard. Comment va-t-elle ? Mal, mais elle s'en sortira. Ou pas. Ce n'est plus mon problème. » Pierre a hoché la tête. « Maman, je ne suis pas venue pour te demander de l'argent. Je sais. Je suis venue pour te dire merci. » J'ai levé les yeux, surprise. « Merci ? Oui. Merci de m'avoir laissé tomber. » Silence. Si tu m'avais rattrapé, si tu m'avais sauvé encore une fois, je n'aurais jamais appris. Je serais resté le même. Égoïste. Pourri. Et maintenant ? Maintenant, je sais ce que c'est de travailler pour gagner ma vie, de payer mon loyer avec mon salaire, de n'avoir personne sur qui compter. C'est difficile ? Très. Mais c'est juste. Il a posé les roses sur la table. Maman, je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Je sais que je t'ai brisé le cœur. Oui. Est-ce que tu peux me pardonner un jour ? J'ai réfléchi longtemps, très longtemps. Je ne sais pas, Pierre. Peut-être, mais pas aujourd'hui. Je comprends. Il faudra du temps. Beaucoup de temps. J'attendrai. Et peut-être que ce temps ne viendra jamais. Je l'accepte. Nous sommes restés assis en silence pendant 1 heure, à boire du thé, à regarder le jardin. Puis Pierre est parti. Au revoir, maman. Au revoir, Pierre. Depuis ce jour, il m'envoie une carte tous les mois. Jamais pour demander quoi que ce soit. Juste pour dire « Je pense à toi ». Je ne réponds pas toujours, mais je lis chaque carte. En décembre 2023, pour le réveillon du Nouvel An, je suis retournée à cette soirée. Celle du 31 décembre 2023. Il y a exactement 1 an. Celle où tout a explosé. Pierre m'avait supplié de recevoir toute la famille d'Emma. Pour se réconcilier. Pour repartir sur de bonnes bases. J'avais accepté. Une dernière fois. J'avais préparé pendant 3 jours. Homards, huîtres, champagne millésimé, 23 couverts, porcelaine de Limoges, cristal de Baccarat. Ils sont arrivés à 19 heures. Les parents d'Emma, sa sœur, ses cousins. Emma n'était pas là, évidemment. Elle était en prison. Mais ils étaient tous venus quand même, pour soutenir Pierre. À 22 heures, j'étais dans la cuisine, en train de vérifier le soufflet. Pierre est entré, le visage fermé, les yeux durs. « Où diable étiez-vous, vieille maudite ? Ma famille a faim et la table n'est même pas dressée. » Les mots ont claqué comme un fouet. Dans le salon, tout le monde s'est tu. La mère d'Emma a ri, nerveusement. Quelle belle-mère incompétente. J'ai respiré profondément. Puis j'ai sorti 2 enveloppes de mon tablier. Une pour Pierre, une pour la mère d'Emma. Tenez, cadeau de Nouvel An. Pierre a ouvert son enveloppe. Son visage est passé du rouge au blanc. Dedans, l'acte de déshéritage notarié. Les titres de propriété de la maison, de l'appartement, de la voiture, tout à mon nom.
Qu'est-ce que... Tu croyais posséder quelque chose, Pierre? Non, tout est à moi. Tout l'a toujours été. La mère d'Emma a ouvert sa propre enveloppe. Des photos, des captures d'écran. Emma avec son amant, Pierre avec sa maîtresse. Les messages où il m'insultait, les preuves du détournement de fonds. Elle a laissé tomber les photos, la main tremblante. Maintenant, vous allez tous sortir de chez moi. Maman, je ne suis plus ta mère. Je suis la propriétaire de cette maison. Et vous êtes des intrus. Sortez. Le silence était assourdissant. Un par un, ils sont partis. Manteau, sac, visage défait. La mère d'Emma pleurait. Pierre était livide. La porte s'est refermée. Minuit a sonné quelques minutes plus tard. Seul dans mon salon, entouré de vaisselle sale et de décorations festives, j'ai levé ma coupe de champagne. Bonne année, Valentine. Et j'ai souri. Aujourd'hui, 20 décembre 2024, je repense à cette soirée. Il y a exactement 1 an. La soirée où j'ai repris ma vie. Pierre travaille toujours comme comptable. Il vit modestement. Honnêtement, Emma sort à peine de prison. Elle reconstruit sa vie. Difficilement. Moi, je vis dans ma belle maison. Entouré d'amis, de projets, d'amour. Pas l'amour d'un fils ingrat, mais l'amour de moi-même, de ma dignité, de ma liberté. Jacques me manque toujours, mais je sais qu'il serait fier. Fier que j'ai choisi ma valeur plutôt que le confort du mensonge. Hier, j'ai reçu une nouvelle carte de Pierre. Maman, joyeux Noël. Je ne te demande rien. Je voulais juste te dire que je t'aime. Pour de vrai cette fois. Pierre. Je l'ai posée sur la cheminée, à côté de la photo de Jacques. Peut-être qu'un jour, je répondrai. Peut-être qu'un jour, je lui pardonnerai. Mais ce n'est pas grave si ce jour ne vient jamais. Parce que j'ai appris quelque chose d'essentiel. On ne peut pas forcer les gens à nous aimer. On ne peut pas mendier l'affection. Tout ce qu'on peut faire, c'est se respecter, se protéger, dire non quand il le faut, et laisser la vie faire le reste. La justice n'a pas besoin de nos mains pour s'accomplir. Elle finit toujours par trouver son chemin. Si mon histoire aide, ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à retrouver sa dignité, à dire non à ceux qui la méprisent, alors tout cela aura eu un sens. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Je m'appelle Valentine Fontaine, j'ai 61 ans et je suis enfin libre.